Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision. Bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Voici les titres de ce journal. Renforcement de la diplomatie parlementaire entre Rabat et Yamoussoukro. Le chef du Parlement ivoirien vient d'effectuer une visite d'amitié au Maroc. Une visite au cours de laquelle Guillaume Soro a rencontré la communauté ivoirienne estimée à plus de 3500 personnes dans le royaume. Et puis du sport avec le Ballon d'Or FIFA 2014. Les nominés sont connus. Il faut rappeler que le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur de l'année et la meilleure joueuse mondiale. Les détails dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Le chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, vient d'effectuer une visite d'amitié au Maroc. C'était sur invitation de la Chambre des représentants. Il en a profité pour voir la communauté ivoirienne sur place estimée à plus de 3500 personnes. La rencontre a porté sur le climat social et politique du pays ainsi que les grands chantiers en cours en Côte d'Ivoire. Une mission fructueuse, c'est l'avis des parlementaires membres de la délégation du président de l'Assemblée nationale à Rabat. Invité de la Chambre des représentants du royaume chérifien, Guillaume Soro et les députés ivoiriens, tout en renforçant la diplomatie parlementaire, ont beaucoup appris sur la vision du développement. Ce qui m'a particulièrement touché et pour lequel je garde un sentiment de satisfaction, c'est qu'au plus haut niveau de l'exécutif, c'est-à-dire relevant des ministères et autres, l'existence du groupe de contact aujourd'hui est affirmée. Deuxièmement, ces activités sont reconnues. La rencontre avec la communauté ivoirienne au Maroc a été le dernier rendez-vous honoré à Rabat par le président de l'Assemblée nationale. Il a pu apprécier avec les membres de sa délégation l'engagement de cette diaspora ivoirienne en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Malgré ces difficultés, et loin de sa chère patrie, la communauté ivoirienne au Maroc travaille dans l'union, la discipline pour œuvrer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous sommes motivés par notre président, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a lancé des projets et réalisations d'envergure en vue du développement économique et social de notre nation. Ils parlent de la même voix sans tenir compte ni de leur coloration politique, ni de leur coloration ethnique, ni de leur coloration religieuse. Et ça, c'est très important. Et ce message doit être porté dans les autres pays. 3567 Ivoiriens sont régulièrement inscrits à l'ambassade ivoirienne, mais la communauté sur place peut être estimée à plus de 5000 personnes, étudiants ou travailleurs pour la plupart. Cap à présent sur le Gabon avec ce slogan « L'Afrique doit s'ouvrir ». Au-delà d'un simple slogan, c'est un appel de la jeunesse CEDEAO et ONG qui vient de voir le jour à Libreville. La structure se veut le trait d'union entre Africains de l'Ouest qui souhaitent ardemment l'intégration africaine. Nous disent ici nos correspondants dans la capitale gabonaise, Ismaël Obianzé et Thierry Mensa. Jeunesse CEDEAO, une jeune ONG aux grandes ambitions, originaire de plusieurs pays de l'espace communautaire ouest africain. Ces jeunes s'essayent à l'union des cœurs mais aussi d'action. Le tout premier président de ce mouvement donne le ton de son mandat. Je ne me déroberai pas de cette lourde responsabilité. Tous les jours, tous les instants seront mis au service de la jeunesse CEDEAO. J'exigerai la discipline et l'exemplarité de ses membres afin de maintenir la confiance envers nos prédécesseurs. Nous mettrons en place de nouveaux programmes d'instruction civique afin d'inculquer à la jeunesse les principes fondamentaux de la vie en société. Cultiver la paix, la solidarité et promouvoir le développement des pays de la CEDEAO, la feuille de route de l'ONG vient d'être élaborée depuis Libreville. La réalisation de ce grand dessein passera forcément par le renforcement de la solidarité et une réelle intégration de la communauté de la CEDEAO qui implique la création d'une monnaie unique, une vision commune sur les défis et enjeux qui interpellent la communauté, un marché commun qui élimine toutes les barrières douanières, une meilleure gouvernance, un taux de scolarisation et d'emploi plus élevé, une éducation de qualité dans le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. Le groupe africain et les chefs des missions diplomatiques et consulaires de la CEDEAO saluent l'initiative des jeunes de la communauté. Vous avez tout dit, tout a été ramassé. Mais le mal de l'Afrique,
c'est l'indiscipline. Si les Asiatiques se sont développés, c'est dans la discipline. Si vous avez accepté de vous organiser avec un gros mot, jeunesse CEDEAO, il faut que vous acceptez d'être discipliné. L'Union des communautés amies du Gabon, invitée à cette cérémonie de lancement des activités de jeunesse CEDEAO, promet d'être à ses côtés pour appuyer ses actions d'intégration africaine. Politique à présent, ce sont plus de 10 comités du parti FCD de Djikroni en commune 4 de Bamako qui viennent de rejoindre le CAV, le collectif Action et Vérité, à travers leur jeunesse. Cette adhésion intervient dans le but de poser des actes concrets pour le développement de leur localité. Mahmoud Kabadiakité et Cheikh Tidiane Koulibaly pour le compte rendu. Décidés, ces jeunes n'entendent plus rester les bras croisés dans la gestion de leur quartier. Après plusieurs concertations et réflexions, ils viennent de démissionner du parti FCD au profit du collectif Action et Vérité. Un mouvement créé en 2012 par des jeunes leaders de la commune 4 dans le but d'œuvrer à l'épanouissement et au développement de la jeunesse malienne en général et celle de leur localité en particulier. Cette décision n'est pas fortuite. Elle est très bien réfléchie, courageuse et responsable, déterminant ainsi un réel éveil de conscience de la jeunesse de Djikroni qui aspire au changement. D'où son choix sur les caves, dans la seule mesure qu'il les regorge en son sein des jeunes motivés pour faire avancer cette commune. Avec comme devise action concrète et non discours, cette association a déjà à son actif la réalisation de plus de 14 forages dans les quartiers, la formation d'une centaine de femmes et jeunes en matière de gestion d'activités génératrices de revenus ou encore le grattage de plus de 150 routes. Pour son président, cette adhésion des jeunes du quartier Djikroni et ses environs au collectif est une prise de conscience. Je suis très heureux et je vois que la conscientisation que nous avons menée depuis quelques années est en train de porter fruit. Et ça nous renforce aujourd'hui, ça nous donne encore une fois raison que nous avons pu regarder le futur et faire confiance à nos convictions. Ce sont au total 11 comités de la sous-section du parti FCD de Djikroni et ses environs qui rejoignent ainsi le collectif Action et Vérité. Cette jeunesse entend désormais se mettre au travail pour mener des actions concrètes dans les prochaines semaines. Et sur un tout autre décor, en France, les députés doivent se prononcer aujourd'hui sur une proposition socialiste de résolution qui invite le gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine. Sauf surprise, le texte devrait être adopté, mais l'exécutif n'est obligé de rien. Selon les élus, cette démarche vise à faire pression sur Israël pour relancer le processus de paix. Les députés ont débattu la résolution appelant à la reconnaissance de l'État palestinien. Un texte non contraignant élaboré par le groupe socialiste qui, sans surprise, sera adopté. Mais qui pourtant ne fait pas l'unanimité dans l'hémicycle. Certains s'opposent à la démarche. Pour la droite, elle inverse les priorités. La reconnaissance d'un État palestinien ne peut pas être un préalable au processus de négociation. Parce que cette proposition va à l'encontre de la paix, à l'encontre de l'intérêt des peuples palestiniens et israéliens, parce qu'elle fera choisir à la France, ami historique d'Israël, un camp plutôt qu'un autre, et qu'elle attisera dangereusement les tensions entre les différentes communautés, je vous demande de voter contre ce texte. Paris s'active à l'ONU pour relancer le processus de paix aujourd'hui au point mort. Un projet de résolution circule qui permettrait d'organiser une conférence internationale. Le gouvernement français se fixe un calendrier de 2 ans pour aboutir à un règlement du conflit. En cas d'échec, l'échéance est déjà prévue. Si cette tentative ultime de solution négociée n'aboutit pas, alors il faudra que la France prenne ses responsabilités en reconnaissant sans délai l'État de Palestine et nous y sommes prêts. Au Conseil de sécurité de l'ONU, il restera encore à convaincre les États-Unis. Pour Washington, la reconnaissance de la Palestine ne peut être que l'aboutissement des négociations de paix. Un vote qui sera très observé au Proche-Orient. Et comment perçoit-on cette initiative côté palestinien et côté israélien? Les éléments de réponse dans ce reportage. Même si à Ramallah, tout le monde n'est pas au courant, le vote de l'Assemblée nationale française sur la reconnaissance de la Palestine fait réagir.
On aimerait que cette bonne déclaration ne reste pas lettre morte. On veut des actes concrets pour la reconnaissance de notre État. Je veux que la France fasse plus encore, qu'elle aille aux Nations Unies et qu'elle y promeuve l'État palestinien. À l'Organisation de libération de la Palestine, Hanan Ashraoui affirme que plus de 20 années de négociations avec Israël n'ont rien donné. Il est temps d'essayer autre chose pour sauver la paix. Si vous croyez sincèrement à la solution à deux États, seule solution pour parvenir à la paix, alors vous devez reconnaître la Palestine dès à présent, avant qu'Israël ne la détruise complètement. À Jérusalem, les officiels de l'État hébreu parlent d'une erreur de la part de la France. La position d'Israël reste la même. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la paix. Nous autres Israéliens n'avons absolument rien contre la création d'un État palestinien indépendant. Mais à partir du moment où cet État est la conséquence d'une négociation directe entre nous et les Palestiniens. Le ministre français des Affaires étrangères propose également un calendrier ambitieux, à savoir 2 ans pour régler définitivement le conflit israélo-palestinien. Et dans le reste de l'actualité, la Chine, avec cette décision d'Occupy Central, le mouvement pro-démocratie à Hong Kong, qui appelle les manifestants à évacuer les sites qu'ils occupent depuis plus de 2 mois. Il affirme qu'il va se rendre à la police avec les 2 autres fondateurs du mouvement. Ils ont tenu une conférence de presse ce matin au lendemain de violentes manifestations. On écoute leur leader, Benitaï. De notre initiative, Occupy Central a décidé de se rendre à la police le 3 décembre. La reddition n'est pas un signe de lâcheté. Se rendre, ce n'est pas échouer. C'est la dénonciation silencieuse d'un gouvernement sans cœur. Santé à présent, direction la Guinée, peut-être une avancée dans la lutte contre Ebola. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le pays aurait réussi, comme le Libéria, à isoler correctement 70% des malades grâce à des centres de traitement. Et la semaine dernière, un nouveau centre a été inauguré, très reculé et difficile d'accès. Il pourrait bientôt être opérationnel. Je veux que ce soit fini demain soir. Donc tu leur parles, donc on travaille le soir, on a la lumière et on finit demain. C'est la course contre la montre pour Baptiste Burgot. Il coordonne la construction du centre Ebola de Nzérékoré par le Programme alimentaire mondial. L'inauguration est prévue dans 3 jours. Les premières visites ont commencé, mais tout n'est pas encore prêt. L'improvisation des premiers centres doit maintenant laisser place à une organisation optimale des lieux. La morgue est éloignée de l'incinérateur pour ne pas laisser croire aux habitants que les corps sont brûlés. Les machines tournent à plein régime et les ouvriers s'activent pour terminer les dernières dalles de béton. Les menuisiers fixent les portes et les charpentes. Pour tenir les délais, on travaille de jour comme de nuit. On a du matériel qui est encore au Ghana. On a du matériel qui a été égaré par un autre collègue en Sierra Leone. On a du matériel qui arrive de Conakry. Donc toutes les équipes sont dessus là, pour que tout arrive dans les dernières 48 heures et qu'on puisse régler les détails pratiques. Capitale de la Guinée forestière, Nzérékoré est à 700 km de Conakry par la route. Et les routes sont bien souvent de simples pistes difficilement praticables. De quoi freiner encore un peu plus la logistique. Cette fois, c'est par hélicoptère que les derniers équipements médicaux destinés au centre arrivent. Après l'inauguration, la logistique du PAM passera le relais à une ONG médicale. Elle est l'une des premières à venir épauler Médecins sans frontières et son directeur général souligne que la crise est aussi structurelle. Finalement, même si c'est sur des petits nombres, mais en Europe, on meurt pas d'Ebola. Donc, est-ce qu'on est vraiment sur un problème d'Ebola ou sur un problème d'accès aux soins et de pauvreté? La question est posée. Le PAM construit actuellement 3 autres centres comme celui-ci en Guinée. D'autres verront sans doute encore le jour avant l'arrivée en 2015 d'un hypothétique vaccin. De la santé, on passe au sport et du sport justement pour terminer avec les nominés pour le Ballon d'Or 2014 récompensant le meilleur joueur de l'année et le titre de joueuse mondiale de la FIFA ont été dévoilés ce lundi. Ce sont Cristiano Ronaldo du Portugal, Lionel Messi d'Argentine et Manuel Neuer d'Allemagne. Tandis que Nadine Kessler d'Allemagne, Marta du Brésil et Abby Wambach des États-Unis sont en lice pour le titre de joueuse mondiale de la FIFA.
Voilà, c'est sur ce mot de sport que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie, les programmes continuent.